Bonsoir, bienvenue. Petit podcast un peu nocturne parce qu'il est 1h30 du matin et puis surtout c'est la canicule. Donc en fait il fait 50 degrés actuellement, ce qui est quand même très douloureux pour tout le monde et en même temps je pense qu'il faut tirer quand même du positif et je crois que c'est bien que ce soit une espèce de simulation pour nous déjà de ce que ça va être la planète dans maintenant en fait et comment ça va être en fait pire dans les années à venir sans être trop pessimiste. Et puis surtout, je crois que c'est un peu une simulation de ce qu'on appelle l'enfer. Euh, et ça me donne envie de pas finir là-bas quand même, dans l'au-delà, pour un temps indéfini. C'est une espèce de canicule qui s'arrêtera jamais. Donc ça me donne envie de faire des bonnes actions, d'être un meilleur être humain, pour, j'espère, ne pas finir en enfer dans ces conditions de chaleur totalement insupportables. Je pense que personne ne veut finir là-bas, dans ce lieu, genre. À part peut-être deux, trois personnes qui peut-être méritent d'être là-bas, je pense à Macron et tout, bref. Ouais, j'essaie de tirer du positif de cette canicule, de ce que j'ai compris, toute la France est dans le même bateau, donc peut-être ça va aussi nous unifier en tant que pays, à part de ce que j'ai cru comprendre, la Bretagne, qui comme dans Astérix et Obélix, espèce de village de rebelles au fin fond de la France, qui en fait, eux, euh, ne sont pas sous cette chaleur et vivent juste sous 25 degrés. Peut-être que je devrais déménager en Bretagne. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a en Bretagne, en fait? Qu'est-ce qui se passe en Bretagne? Est-ce qu'il y a des pop-up stores? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la Fashion Week? Il se passe quoi en Bretagne? Il y a rien, genre. Quoique, il y a quand même de très beaux paysages. Les Bretons ont l'air très sympas. Peut-être un peu raciste. Non, je pense qu'ils ont l'air assez sympas. Bref, je... peut-être la Bretagne, peut-être que le prochain podcast, je serai en Bretagne, qui sait. Euh, Si vous êtes breton, dites-le moi comme ça et parlez-moi un peu de votre contrée. Mais en attendant, je ne suis pas en Bretagne. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours à Paris. Je je vais même pas me justifier, hein. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais pas. La ville lumière. Bon, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de lumière. Très clairement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, pour ceux qui me suivent sur Insta, ils ont déjà vu ça. Mais j'ai goûté du matcha. J'ai du mal à le dire carrément. J'ai goûté du matcha. Et c'est un signe de la fin du monde, un indicateur de la récession. C'est que je crois que j'aime bien. Et ça me fait du mal de le dire oui, oui. Mais je crois que j'ai bien aimé. Et j'ai pris comme ça un matcha, lait d'avoine, dans un café, dans le Marais. J'ai payé 7 euros. Oui, 7 euros qui, quand même, à l'époque où on ne boycottait pas McDonald's, c'était presque deux menus enfants avec un jouet chacun, bref. Aujourd'hui, c'était un matcha à lait d'avoine pour 7 euros. Et donc, j'ai bien aimé, j'en ai pris un deuxième. Et puis, j'ai regoûté dans un autre endroit et c'était horrible. J'ai failli vomir dans la rue. Désolé, trigger warning, vomi. C'était horrible. Donc, je pense que ça m'a un peu ralenti. Et peut-être que c'est aussi un signe de me dire, faut pas que je rentre là-dedans. Peut-être qu'il faut que je me reconnecte à ma vraie identité de DZ, de prendre un expresso serré, genre serré, sans sucre, et voilà, et reconnecter avec euh, mes racines quelque part, pardon, et essayer d'être un homme, un vrai. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas un modèle de virilité, donc je pense que je vais quand même continuer à goûter des matchas comme ça à droite à gauche, puis établir une espèce de cartographie des matchas de Paris, genre faire un classement, je sais pas. En même temps, c'est 7 euros à chaque fois. Peut-être que je devrais lancer un Patreon, un truc juste pour financer ça. Flemme quand même. Donc là, oui, la fin du monde approche, hein. Honnêtement, si je commence à aimer le matcha, c'est que... Bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? je... En fait, je sais pas si je dis ça. J'ai eu une théorie, je vais vous en parler rapidement. C'est qu'en fait, en étant à Paris, j'ai croisé quand même
des gens qui couraient. J'ai l'impression que tout le monde fait du footing, c'est super, tout le monde fait du sport, tout le monde veut prendre soin de soi, etc. Mais un truc assez terrifiant, c'est les clubs de running. Club de running, c'est quoi? C'est de clubs, de groupes, d'individus qui se rassemblent pour faire des footings ensemble, à 6 heures du mat, voilà. Et ils sont ils communiquent beaucoup là-dessus. Et donc, il y a des TikTok, des réels sur Insta, voilà. Des comptes dédiés à ça, de gens qui sont en mode club de running, genre, et qui courent ensemble, et c'est une petite famille comme ça, blabla. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui différencie ces clubs de running d'une secte? C'est une vraie question. Pour moi, les clubs de running, et c'est là ma théorie, sont des sectes, des sociétés secrètes. Honnêtement, ça paraît un peu random, et pourtant, il y a plusieurs aspects dans ces clubs de running qui fait que, honnêtement, il n'y a pas de différence entre un club de running dans le 11e arrondissement que la scientologie, genre. Je sais, c'est un peu radical, mais bon. Déjà, il y a cette histoire de rentrer dans un club de running, c'est un peu euh, rentrer dans une famille. Il y a surtout des communautés, mais c'est pas que communauté, c'est très famille. Et ces clubs sont quand même connus pour euh, avoir cette espèce d'aspect communautaire, mais très les individus entre eux sont très proches. Et donc en fait, si tu vas pas à ton running pendant 2 semaines, les gens vont commencer à s'inquiéter, ils vont être en mode, tu trouves pas qu'il se comporte un peu bizarre, genre ça fait 2 semaines qu'il est pas venu au running, nan, nan, genre. C'est cette espèce de dynamique là qui se rapprocherait un peu de d'une secte, des gens qui seraient en mode, ça fait 2 semaines qu'il vient pas aux réunions, c'est trop bizarre, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il y a aussi la manière dont ils communiquent et comment ils font leur pub. Euh, et en fait, je trouve que c'est presque similaire à la communication d'une secte qui vient, qui essaye de te convertir, qui serait presque prêt à toquer à ta porte, qui font des vidéos un peu glorifiantes pour te dire que toi aussi tu devrais rejoindre cette famille euh, et aussi du coup cet état d'esprit. C'est là que je trouve qu'il y a aussi un lien avec les sectes, c'est que c'est une famille. C'est une famille et c'est un état d'esprit, une philosophie. Euh, Sous couvert de sport, oui, d'accord, c'est bien. Mais c'est pas tant en fait courir avec des gens, c'est aussi atteindre un certain statut. Euh, et un statut, pas n'importe lequel. J'ai quand même l'impression qu'il faut. C'est pas un truc de bourgeois, c'est pas un truc de riche. Mais c'est peut-être un truc de bobo, je sais pas. Mais ça parle pas à n'importe qui. Et évidemment, moi j'ai les exemples très bobos, genre des clubs du 11e, genre du 10e arrondissement de Paris, qui est quand même une population assez aisée, avec un statut, avec un capital culturel plutôt, entre guillemets, élevé. Euh, et je crois que les gens qui s'inscrivent à ce genre de club ne veulent pas juste courir avec des gens, mais ils veulent adhérer à un certain statut, euh, comme dans une secte, oui, je le répète. Ensuite, il y a cette idée aussi d'uniforme, euh, ce qui est quand même assez propre à ces clubs, c'est l'espèce de sophistication aussi de l'équipement et de l'uniforme. Et donc ces gens portent des équipements techniques, des chaussures qui coûtent 200 €, genre de running, genre ces, ces achats-là, ces investissements-là font aussi que on te prend au sérieux au sein de cette communauté et aussi que pas tout le monde se ressemble, mais un espèce d'uniforme comme ça. Et quand on te voit, on sait que tu fais partie d'un club de running, tu fais partie de ce club-là. Surtout quand, et c'est là aussi que du coup le capitalisme fait son entrée, que ces clubs de running sont souvent sponsorisés par des marques de sport très connues, je ne vais pas les citer. Euh, et donc du coup, les gens dans ces clubs portent parfois, souvent j'ai l'impression, pas exclusivement, mais presque, ces marques-là. Cette paire de chaussures,
c'est ce short, ce t-shirt technique, ce truc, genre cette casquette, vraiment en mode sponsorisé par une marque. Et donc du coup, tu rentres même plus dans une communauté sportive, tu rentres pas dans une entreprise, parce que c'est pas ton travail. C'est même ça qui est un peu terrifiant, parce qu'en fait, tu donnes aussi de ton temps, mais en même temps, c'est pour faire du sport. C'est que tu fais partie d'un groupe sponsorisé par une marque. Et c'est pas grave, c'est ok, genre, c'est pas le truc le plus scandaleux. Mais du coup, ça se rapproche aussi d'un système de secte, en fait. Euh, Où, en fait, tu investis aussi ton temps et ton argent dans cette communauté, dans ce groupe, voilà. Et enfin, je dirais, et ça peut-être que c'est moi qui suis un peu sur mes gardes, mais j'ai quand même l'impression que ces groupes-là sont très fermés. Ouais, c'est parce que les individus entre eux sont très proches, d'où cette idée de famille, etc. Le fait de reprendre le concept de famille pour parler de ce type de groupe, pour moi, c'est très dangereux. Enfin, dangereux. Euh, et tout ça fait que je vois vraiment ces clubs comme des sectes. Et honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que on découvre qu'en fait, je sais pas, un club de running random dans le 11e arrondissement soit en fait une secte euh, qui est sous couverture via euh, cette pratique de sport, genre. Peut-être c'est un peu mon côté complotiste, c'est un peu ma théorie de cette semaine, parce que j'en croise beaucoup, à chaque fois que je les vois en groupe comme ça, je suis en mode, je, en fait, ça me donne vraiment une énergie de secte. Donc peut-être que je devrais entrer dans un club pour vous dire comment ça se passe et de mon ressenti, mais en même temps, j'ai pas envie de courir. Je cours déjà bien assez après beaucoup de choses. Le temps, l'argent. Euh, J'ai pas envie de courir en fait. J'ai pas envie de courir. Moi je suis très marche à pied, et très ralenti, très calmons le rythme. Parce que pareil, rien à voir, mais il y a un mec sur ma dernière vidéo qui a juste commenté un truc en mode je peux pas écouter, c'est trop lent. Oui, je sais en fait. Et en plus dans la vidéo où il a dit ça, j'étais à mon max. J'étais à mon max. J'étais en mode je comprends qu'il y ait plein de gens et je pense honnêtement que 70% des gens qui regardent mes vidéos, qui écoutent les podcasts, doivent regarder les trucs en vitesse 1.5, voire x2. Et franchement, je le prends pas mal. Mais en fait, il faut aussi se détacher de ce truc de shot de dopamine en continu à la TikTok. Ici, c'est pas ça qu'on vient chercher. Ici, c'est plutôt une pause. On est au café, en fait. D'accord? Et je vais pas, je fais pas de montage. Je vais pas vous balancer des trucs toutes les 5 secondes. Non. Ici, on s'assoit, on est posé. C'est un apéro sans boisson. Ou, voilà. Ou un date. Voilà. Là, nous sommes en date. Vous et moi. Euh, et donc, j'ai pas répondu à ce commentaire. D'ailleurs, je devrais répondre. Mais, euh, mais voilà. Les gens qui me connaissent savent que je suis très lent. Euh, mais c'est une philosophie de vie. Et c'est pour ça que quand j'arrive en retard dans un endroit, ce qui m'arrive assez souvent, je m'excuse évidemment, c'est très mal poli. Mais aussi, j'essaie d'expliquer. C'est aussi une manière de voir les choses. C'est un peu ma révolution contre tout ce rythme effréné de notre société. Tout va trop. Oui, là j'ai l'impression d'être un espèce de vieux boomer en mode tout va trop vite, non, non, tout ça va trop vite et tout. Bah ouais, en fait, ça va trop vite pour moi. Donc, quand j'arrive en retard, c'est pas tant par euh, mépris ou genre un truc trop mal poli, c'est aussi de dire il faut qu'on apprenne à prendre le temps en fait. D'accord. Voilà. Et mais en même temps, il faut que j'arrête d'arriver en retard parce que c'est pas bien quoi. Mais bon.
Et voilà. Donc voilà pour ma théorie sur les clubs de running ça m'a beaucoup marqué et j'ai beaucoup ça en tête. Bref. Je voulais aussi revenir sur ma vidéo que j'ai fait juste avant sur Secret Story. Faut savoir que cette vidéo, je l'ai faite avant toute cette histoire, pour ceux qui ont suivi plus ou moins Secret Story, même ceux qui regardent pas, genre ça a tourné sur Twitter, avant cette histoire de harcèlement contre Romy et Anita, qui sont du coup des personnes racisées dans l'émission, harcelées par des personnes blanches, des femmes blanches. Je ne parlerai pas des femmes blanches parce que j'ai pas envie qu'on me dise que je suis misogyne, mais sachez que personnellement, je dis bien personnellement, moi dans mon expérience individuelle, euh, je pense que 80% des trucs racistes dont j'ai fait face, c'est des femmes blanches. Un homme blanc, euh, c'est tout aussi terrifiant, on va dire, parfois tout aussi problématique, mais c'est vrai que... Bref, je ne suis pas misogyne. Au secours. Euh, mais du coup, là, dans le cadre de l'émission, c'est des femmes blanches qui harcèlent d'autres femmes racisées. Et quand j'ai fait cette vidéo, je n'étais pas au courant. Et il y a eu un commentaire pareil qui disait c'est grave de la maladie mentale de faire le lien entre la montée du fascisme et Secret Story. Et j'étais un peu en mode je comprends. Je comprends parce que ça ressemble à un peu une formule Twitter un peu trop facile. Malheureusement, l'actualité de l'émission fait que je veux pas dire j'avais raison quoi, pas du tout. Mais en fait, ça se dessine. Ça se dessine sous nos yeux. Et quand je parlais de Secret Story comme une espèce de reflet aussi de nous, de qui nous sommes et de ce que la France est, c'est aussi ce reflet-là. C'est aussi le reflet du racisme qui en fait a aussi lieu même dans ce huis clos, dans une maison où il y a 15 personnes qui sont censées genre jouer pour trouver des secrets, que sais-je. Bah, en fait, c'est aussi le miroir d'une réalité qui est bien trop présente dans ce pays. Euh, et de ce que j'ai pu comprendre, la prod a essayé de voilà, faire une espèce de message préventif, mais sans trop nommer ce que c'était, etc. Et la, la télévision juste performative et qui veut pas mettre les mots sur, sur ce qui se passe pour pas trop... C'est un peu frileux, des dramas, etc. En même temps, j'ai quand même l'impression que tout le monde parle maintenant de cette émission à cause ou grâce à ça. Je me demande si la prod sont contents ou pas. C'est horrible, hein. Pas qu'ils soient contents du harcèlement, mais en tout cas qu'ils soient contents de l'ampleur que ça prend. Donc c'est très risqué, qu'ils sont un peu sur un fil de genre on va se faire cancel, mais en même temps, je suis sûr, ils aimeraient tellement avoir accès aux chiffres en fait, à l'audimat, savoir si ça a augmenté depuis ces histoires et il y a moyen que ça ait augmenté à cause de ça. Euh, et donc, moi qui disais que c'était une saison très ennuyante, et je le pense encore, parce que forcément, du coup, je continue à regarder les quotidiennes, parce que ça y est, je suis dedans, donc c'est trop tard. Euh, c'est c'est très ennuyant et malheureusement la seule chose aussi qui me fait regarder c'est de savoir comment Romy et Anita vont et aussi comment eux ils gèrent ça. Euh, Ces deux candidates mais aussi la prod. Comment ils gèrent ça? Parce qu'avant la télé-réalité c'était de toute façon par définition problématique, il y avait du harcèlement, il y en a toujours eu. Euh, mais on va dire que le l'ultra accès euh, aux opinions et genre à la parole via les réseaux et donc qui amplifie euh, nos avis n'était pas aussi présente qu'avant. C'est-à-dire que là en fait, dès qu'il y a eu ces histoires, ça a tout de suite pris de l'ampleur sur Twitter et ça a tout de suite été remarqué par la prod évidemment et donc c'est ce qui rend malheureusement intéressant cette émission parce que aussi ça c'est un
en fait, ça illustre presque de manière très limpide le espèce de racisme en fait systémique que peuvent rencontrer des personnes racisées. Et donc ça, le fait que ce soit télévisé, on a encore une fois malheureusement envie de regarder. Euh, J'aimerais vraiment rentrer en contact avec la prod, je sais pas, juste voir comment, parce que bon, ceux qui ont vu la vidéo d'avant savent que moi j'étais un peu déçu de genre leur idée des coulisses, on va avoir accès aux coulisses, au final on n'a pas du tout accès aux coulisses. Moi c'est ça que je veux voir. Je veux voir aussi comment eux ils sont en réunion de crise. Je veux voir les réunions de crise, de comment ils... Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'ils ont engagé aussi quelqu'un de genre qui est au fait de ces questions-là, d'harcèlement, de racisme, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans leur équipe qui est un peu comme un espèce de consultant qui va dire bon bah voilà, là il faut faire ça, il faut faire ça, il faut dire ça à telle candidate, non, 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 genre. Je... Donc oui, affaire à suivre, honnêtement, affaire à suivre. Euh, Je voulais parler aussi de la... Là c'est vraiment en mode un peu aléatoire, mais je voulais un peu aussi parler de la fête de la musique. Parce que là, on a un peu de recul sur la fête de la musique. Ça s'est passé quand il y a une semaine, 2 semaines. Et donc, on a tous vu passer des images un peu, pas extrêmes, mais un peu violentes de, de, de la fête de la musique. C'est une espèce de chaos, comme ça, dans la ville. Chaos euh, de, de personnes, de bruit, de gens alcoolisés, euh, et donc très festif et en même temps très intense et donc un peu dangereux. Je pense notamment ces histoires de, de meufs qui se font piquer dans la foule, enfin des trucs horribles. Euh, et je me demande, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'on n'arrive plus à faire la fête ensemble en fait? Ça devient trop extrême. Est-ce que c'est les images qu'on voit passer qui nous font croire que en fait on sait plus faire la fête, on sait plus célébrer de manière un peu violente comme la victoire du PSG. Je pense que c'est un peu les deux. Je pense qu'on est un peu aussi... on nous montre pardon, des bribes d'images, de voitures qui brûlent, de genre... de trucs un peu violents comme ça et tout. Mais on voit pas en fait, les 80% de célébration totalement joviales et sincères, sans danger. Non, ça intéresse personne sur Twitter. Nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment de la violence, oui, de la violence en fait. Et en même temps, je me demande s'il n'y a pas un espèce de truc aussi de... Est-ce que le monde ne devient pas tellement aussi brutal, vraiment brutal, violent, par comment on doit vivre notre vie, comment le gouvernement fait bêtise sur bêtise, comment le monde globalement, et ses conflits et ces choses. Euh, En fait, on a besoin de respirer. Et est-ce qu'en fait, ces moments-là, un peu de communion, en fait, ça devient presque une espèce de- d'exutoire, en fait, d'exutoire qui deviennent en fait violents, mais parce qu'en fait, euh, on est dans un contexte tellement, euh, ouais, brutal que on doit extérioriser tout ça, genre. Et donc du coup, est-ce que c'est tellement rare d'avoir des occasions voilà, de tous être ensemble, en communion, célébrer sous un espèce de même drapeau. Ces occasions sont trop rares et donc du coup quand elles arrivent, bah, c'est très intense, c'est très violent. Euh, Comme une réponse en fait à une espèce de ouais l'état de notre espèce, de notre société en fait. Moi je pense qu'on a surtout besoin et la fête de la musique, la célébration de la victoire du PSG, etc. C'est comme des exemples de... En fait, on a besoin de plus de moments comme ça. On a besoin d'excuses à tous sortir dans la rue et à un peu être en communion ensemble et dans un état jovial ensemble.
Et c'est pour ça, moi je faisais la blague de oui, en fait, la victoire du PSG, genre voir tout le monde comme ça dehors, crier, on a gagné, etc. En fait, c'est ce qui se rapproche le plus d'une révolution, en fait. C'est ce qui se rapproche le plus d'une simulation d'une révolution. Euh, et évidemment, les manifestations existent, mais bon, tout le monde n'est pas aussi engagé. Quand c'est pour une manifestation pour, je sais pas, pour la Palestine, il n'y a pas autant de monde que dehors, que des gens pour la fête de la musique, etc. Oui. Euh, mais on a besoin, en fait, il faudrait essayer de trouver le juste milieu entre une espèce de communion, comme ça on invite de tous coexister dans la rue et fêter, mais que ça devienne aussi une arme politique. Voilà. Je ne vais pas faire dans la politique, mais je trouve qu'on manque de ces moments-là. Et c'est dommage qu'en fait, les seuls moments où on peut vraiment faire unité comme ça de peuple, ce soit pour le foot, soit pour la fête de la musique qui a lieu genre une fois par an. Je pense que si on faisait ça comme un rituel, genre tous les mois, peut-être que on se rendrait compte qu'en fait, on peut très vite être solidaires ensemble, qu'on est beaucoup, et que coexister, c'est pas si compliqué. Moi, la fête de la musique, de toute façon, j'avoue que je vois ça un peu comme, vous voyez les films un peu d'horreur où c'est des trucs en mode de, il y a une nuit dans l'année où tout est permis, genre. C'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, bon, de base, je suis pas trop les trucs de foule, etc. Genre, je suis un peu anxieux de la foule, tout ça. Donc, fête de la musique pour moi, c'est vraiment the place not to be. Genre, vraiment, c'est, non. Moi, ce que j'ai fait pendant la fête de la musique, c'est que... Qu'est-ce que j'ai fait pendant la fête de la musique? J'ai écouté de la SMR, en fait. J'étais vraiment en mode retraite spirituelle. J'étais en mode... pas pour faire le mec différent, parce que là, j'ai l'impression d'être en mode... je suis trop différent. Mais j'étais en mode, là, il y a plein de musique dehors et tout. Casque, anti-bruit, ASMR, retraite silencieuse. Voilà. Si le soir de la fête de la musique, pour beaucoup, c'est écouter de la musique. Moi, c'est me reconnecter avec le silence. Bon, là, j'ai l'impression de passer pour le mec trop différent, je sais pas quoi. Donc, je vais m'arrêter là, très clairement. Euh... Autre chose, en ce moment, c'est quoi? Exactement, la Fashion Week, bien sûr. Je sais pas pourquoi c'est encore quelque chose. Honnêtement, je vois vraiment ça comme de la presse people. Un peu... Bon, c'est un peu facile comme métaphore, mais c'est un peu le Capitole hein, dans Hunger Games. C'est comme cette idée de Met Gala, etc. Moi, je comprends pas pourquoi on continue à regarder des gens riches vivre et faire des choses. Et aussi donner notre avis. Donner notre avis sur des vêtements et des collections qui sont à 1000 années-lumière de en fait, notre réalité et de nos budgets, disons-le. Et donc on est là, on donne notre avis sur le défilé, je sais pas, genre Chanel. Oh non, c'était pas terrible, hein, c'était pas terrible cette année, non, c'est pas terrible. Alors qu'en fait, c'est pas que ton avis ne vaut rien, pas du tout, évidemment que tu peux donner ton avis. Mais en fait, c'est surtout un rassemblement de gens totalement déconnectés qui dépensent des millions pour 15 minutes de show. Tout ça sous couvert de passion pour le vêtement, passion pour la mode, etc. Peut-être le seul truc qui était un peu intéressant, c'est ce truc qu'a fait l'IAS, qui que j'aime beaucoup, qui a fait cette espèce d'événement un peu en mode contre-pouvoir, de regarder en fait le défilé Dior, le premier défilé Dior de Jonathan Anderson dans un bar, à la manière d'un match de football en fait. Et donc de rassembler un peu tous ces gens-là qui ne sont pas inclus, pas tant dans cette industrie, mais en tout cas qui n'ont pas été invités à ce show, qui ne font pas partie de vraiment cet entre-soi. C'est même pas bourgeois à ce stade-là, c'est vraiment d'ultra riche. Et au-delà d'ultra riche, de gens totalement qui
pour moi qui vis sur une autre planète, bien que j'en connais, et que bref, c'est un peu ambivalent. Euh, et je crois que cet événement-là, bien que, bon, moi je suis un peu en mode euh, regarder un défilé à la télé, dans un bar, etc., c'est toujours aussi donner cette espèce de légitimité à cet événement qui n'en est pas un et qui est en fait juste une énième collection. C'est mon avis personnel, mais ce qui est intéressant quand même avec cette initiative que je salue, euh, c'est que je pense que ça a été vu aussi d'un œil, pas d'un mauvais œil par l'industrie ou par les gens en fait qui regardent ça un peu de haut en fait, et qui sont en mode la plèbe, genre qui se rassemblent pour regarder un truc dont ils sont même pas concernés. Je pense qu'ils ont vu ça d'un œil un peu genre c'est cringe. Ouais, c'est un peu cringe, genre c'est un peu gênant, genre MDR. Et en fait, je pense que c'est justement quand c'est cringe, quand c'est gênant, euh, que c'est efficace. Si pour cet entre-soi, si pour ces personnes-là euh, qui sont dans un entre-soi ultra riche, etc., si pour eux ce que tu fais c'est gênant, c'est cringe, genre ils regardent ça vraiment d'un œil en mode ça, c'est pas que ça les met mal à l'aise, mais voilà, c'est que c'est efficace et que c'est une bonne chose. Il y a cette phrase très connue, je sais plus qui l'a dit, euh, de euh, la révolution sera télévisée. Revolution will be televised. Will be not. Bref. Moi, je pense que la révolution ne sera pas télévisée. La révolution sera cringe, gênante, pas esthétique. La révolution sera bruyante, parasite, euh, et pas du tout esthétique. Du moins, on ne pourra pas la romantiser sur le moment. Pour la romantiser bien plus tard. Comme la Révolution en France au XVIIIe siècle. Oui, je crois. Là, on la romantise, évidemment. Symbole de liberté, du peuple qui se rassemble, etc. Je pense que sur le moment, c'était pas très ni esthétique, ni agréable, ni romantisable. Ça devait être gênant, bruyant, douloureux. Et il nous a fallu bien des années pour ensuite que ça rentre dans les livres d'histoire et que les artistes en fassent des peintures, etc. Et qu'on soit en mode waouh, ça avait l'air trop stylé, trop incroyable, etc. Je pense pas que sur le moment c'est trop une partie de plaisir. Mais en tout cas, moi je salue toutes les initiatives un peu comme ça de contre-pouvoir, de aussi se réapproprier euh, cette culture de la mode, etc. Bien que pour moi c'est aussi lui donner cette espèce de légitimité à exister. Et en même temps, la mode, les vêtements, c'est aussi ouais, une culture qui est importante euh, pour les humains, apparemment. Et en vrai, ce que je comprends, les vêtements, c'est un peu central euh, et je dirais même politique, si je puis me permettre. Euh, donc ouais, ça c'était bien. Et ouais, enfin moi c'est un peu le seul truc que j'ai vu. Je suis allé à un show, le seul show où je suis allé, le seul show où on m'a invité. C'est le show de mon pote Victor Clavelli. Allez suivre son taf. Honnêtement, c'est un des trucs les plus beaux que j'ai vu depuis ces dernières années. Honnêtement, j'avais la larme à l'œil à la fin du défilé et tout. C'était incroyable. Bref, petite pub dont il n'a pas du tout besoin. Mais vraiment, bravo. Et c'était même pas tant. En fait, c'est un peu le genre de moment où t'es en mode, ok, cette personne-là est vraiment passionnée et se trouve fait ça, non pas pour un statut social, mais vraiment par passion et pour la culture. Euh, et c'est un peu, je trouve, ce que ce qu'on pourrait aussi dire de l'IA, c'est avec cette histoire d'événements comme ça dans un bar et tout, c'est vraiment la culture. Et quand tu vois, je trouve qu'il n'y a pas plus beau de voir des gens passionnés faire des choses qu'ils aiment et en être témoin.
Ce qui a rendu aussi ce show vraiment très touchant. Bref. Euh, Et donc voilà, mais là c'est fini, là c'est bien, là c'est fini, la Fashion Week, c'est fini, c'est fini. Les Américains, on repart. Merci. Euh, Et je finirai par ça, par dire que sur ce- euh, j'ai vu une vidéo d'une meuf, elle les interviews dans le métro et tout, qui a l'air grave sympa en plus, mais qui avait une tech sur le fait de unfollow les gens. Et j'étais en mode, au début j'étais en mode grave, je suis grave d'accord avec toi et tout. Et puis après je suis ressorti du train, parce qu'en gros, elle est en mode, moi, si je follow quelqu'un, que la personne ne me follow back pas, ce qui paraît très futile comme problématique, comme situation, etc. Et pourtant qui sont des situations que tout le monde euh, rencontre. Tout le monde ne donne pas la même importance à ça, et pourtant j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc commun, parce qu'en fait, je pense que 90% de la population est quand même sur les réseaux. Une espèce de sentiment de trahison quand tu te fais unfollow, sentiment vraiment de- on te poignarde un peu, et ça poignarde ton ego. T'es en mode, moi je te suis, je te follow, voilà, je, c'est pas que je me mets vulnérable, mais c'est juste que je te fais savoir que j'aime ce que tu es. Et donc, carrément, je te suis. Et le fait de pas avoir ça en retour, quand c'est d'amour pas réciproque, parfois ça peut faire mal à l'ego. Voilà ce que c'est devenu de follow, unfollow quelqu'un. Et donc là aussi, ce qu'elle dit, et ce que j'étais assez d'accord, c'était que quand tu en fait follow quelqu'un, il faut aussi se décentrer de ça. Et c'est pas une relation, pas comparer ça à une relation amoureuse. Tu suis quelqu'un parce que tu aimes ce que cette personne fait, pas pour qu'elle te follow back. Tu ne fais pas un cadeau pour en recevoir un, tu fais un cadeau parce que ça te fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ensuite, elle a dit que elle ne followait pas certains de ses potes parce que en fait, ils postent jamais ou que c'était pas esthétique. Et c'est là que j'étais un peu en mode, meuf, il faut éteindre ton téléphone. Parce que euh, réfléchir aussi comme ça, c'est aussi participer à une espèce de euh, ça nous oblige, déjà qu'on est un peu obligé, mais là c'est vraiment, ça nous impose, on s'impose ça entre nous en fait, de s'exposer en continu. Et en fait de la manière la plus euh, orchestrée, la plus esthétique, donc la moins authentique aussi. Et ça nous oblige à garder le rythme et de dire en fait si je poste un truc pas esthétique une fois par an, en fait, peut-être même mes potes, en fait, ils vont m'unfollow, en fait. Alors que moi, je pensais que c'était un peu acté de, en fait, bah, on s'est vu dans la vraie vie, on est potes, on se follow, genre. Apparemment, pour des personnes, non. Euh, c'est marrant parce que quand je me suis connecté sur Twitter, là, hier, j'ai reconnu un profil, et puis j'ai vu un tweet d'un profil que je voyais souvent dans mes follow et tout, et j'ai vu que cette personne m'avait unfollow. J'étais un peu en mode, c'est ok, c'est pas grave, genre, y a vraiment pire dans la vie et tout, mais il y a eu un peu mon ego qui était en mode waouh, genre, mais c'est juste qu'en fait, Twitter, il y a un moment où je postais beaucoup et là, je poste beaucoup moins. Et encore une fois, je me suis vraiment dit, mais c'est fou qu'on s'impose comme ça entre nous, cette espèce de rythme effréné de s'exposer, 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 de montrer comme ça et de performer en continu. Et en fait, si t'arrêtes, pour les gens, tu n'existes plus. Et donc, du coup, ils te quittent. Ils te quittent. Et je trouve ça assez pas triste, pas dystopique, parce que j'aime trop dire ce mot tout le temps, il faut que j'arrête, mais c'est un peu... c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre de vouloir, de participer en tout cas à cette espèce d'obligation que les plateformes de toute façon font déjà pour nous, les algorithmes font déjà pour nous, de Insta qui essaie de nous faire rester sur Insta le plus possible, TikTok qui essaie de nous faire poster 5 TikTok par jour pour pouvoir rester dans l'algorithme, etc. Les plateformes font déjà staff en fait. Donc si en plus nous, entre nous, on se menace un peu comme ça, d'être en mode bah en fait lui il poste rien donc je vais l'unfollow.
J'étais un peu en mode... c'est intéressant quand même que ces entreprises, ces plateformes aient réussi à faire entrer ça dans nos têtes de tu ne postes pas, tu n'existes pas. Euh, donc voilà. Ça m'a donné envie de supprimer tous mes réseaux et en même temps ça m'a donné aussi envie de poster tous les jours. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Et en tout cas, si vous avez des amis, je sais pas, que vous followez sur Insta ou que sais-je, et qui ont des Insta ou quoi, pas très esthétiques, ou qui postent en fait une photo de leurs vacances par an, bah, gardez-les dans vos follow quand même, genre, je sais pas, c'est vos amis, genre, ça me paraît lunaire. Donc ouais. Hmm. Mais je sais pas ce qui, en fait, je sais pas ce qui provoque un peu cette espèce vraiment, de sentiment de trahison, genre, de trahison, quand quelqu'un te donne follow, en fait. Euh, c'est comme si tu te faisais quitter et que t'étais même pas au courant, en fait. Euh, pourtant, c'est pas, ça n'a pas d'impact, mais en même temps, en fait, on vit tellement sur Internet que, évidemment, que c'est symbolique de follow quelqu'un. Euh, mais je pense qu'il faut essayer de détacher son ego de ça. Bref. Euh, donc ouais. Je pense que je me suis grave dispersé. Là, je suis vraiment en mode comme ça ce soir. En fait, c'est tellement chaud que j'ai l'impression que je suis. Bref. Là, ça fait 1 heure du coup que j'ai coupé le ventilo. Là, les amis, moi je veux bien vous donner du contenu, mais là, je suis en train de fondre. Et encore une fois, la simulation de l'enfer, là, non. Direction le paradis, j'ai besoin d'air. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez bien. Et buvez de l'eau, c'est très important. Fermez vos fenêtres l'après-midi. Ou alors, déménagez en Bretagne. Pourquoi pas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie pour les commentaires que j'ai tout le temps sur mes vidéos. Et aussi sur Spotify aussi. À chaque fois, je le dis, mais sur Spotify, les gens sont trop sympas. Et je... C'est pas que je fais des stats de ouf, pas du tout hein, sur Spotify, mais je sais pas, il y a un vrai support là-bas et ça me fait très plaisir aussi. J'hésite à poster mes vidéos sur Apple Podcast, mais je sais pas. Je suis en mode, je crois que j'ai jamais écouté de podcast sur Apple Podcast, donc je suis en mode, est-ce qu'il y a des gens qui le font? Oui, sûrement. Donc ouais, je vais voir. En tout cas, il faut que je poste plus, plus intensément, plus rapidement pour que être sûr que personne m'unfollow, genre. Voilà. Sur ce, je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, à la prochaine. Bye. Buvez de l'eau, c'est très important.